et son contraire. Depuis 3 mois, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Un jour, il promet de pulvériser l'Iran. Because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night. Un autre, il se félicite d'avoir forcé les Iraniens à négocier. They want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Cette fois, Donald Trump semble pressé d'en finir. Sur ses réseaux sociaux, il a publié cette carte de l'Iran aux couleurs des États-Unis et ce message ce matin. Soit l'accord avec l'Iran sera un accord excellent et significatif, soit il n'y aura pas d'accord. Entre menaces et mains tendues, le président américain veut passer à autre chose. Dans moins de 3 semaines, il accueillera la Coupe du Monde de football. De quoi redorer son blason alors que la guerre contre l'Iran devient de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Mais Donald Trump doit composer avec la pression exercée par les faucons du camp républicain qui remettent en cause l'accord négocié par la Maison-Blanche. Donald Trump devrait continuer à faire respecter les lignes rouges qu'il a lui-même tracées, à savoir la capitulation sans condition du régime iranien. Le Premier ministre israélien qui a attaqué l'Iran le 28 février dernier aux côtés des États-Unis pour faire tomber le régime des Mollahs a lui aussi mis la pression sur Donald Trump sur la question du nucléaire. Ma politique, comme celle du président Trump, reste la même. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Alors sur quel point l'Iran, les États-Unis et Israël peuvent-ils vraiment tomber d'accord? Le régime des Mollahs va-t-il sortir renforcé de cette guerre face à l'impatience de Donald Trump? Sur fond de répression et d'économie exsangue, la population iranienne est-elle déjà la grande oubliée de ce conflit? Nos 3 invités pour ce débat, Aïda Tavakoli, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Nous sommes tous des étudiants iraniens. Je le dis en français, le titre est, le nom de l'association est anglais. Vous êtes franco-iranienne et vous considérez que les États-Unis et l'Iran ont tout intérêt à parvenir rapidement à un accord, mais aucun des deux camps ne semble prêt à céder. Et vous ajoutez qu'il ne faut pas oublier l'immense fragilité du régime iranien qui a perdu une grande partie de sa légitimité auprès de sa population. On en parlera évidemment avec vous tout à l'heure. À côté de vous, Karim-Émile Bittard, bonsoir. Professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, vous êtes spécialiste du Proche-Orient. Vous enseignez aussi à Sciences Po, Paris. Et j'ajoute que vous avez la triple nationalité française, libanaise et canadienne. Et vous considérez que la liberté et la démocratie en Iran sont très loin d'être les priorités de Donald Trump. Plus personne aujourd'hui ne parle de libérer le peuple iranien, comme ça avait été le cas il y a quelques mois. Peuple qui subit des exécutions quasi quotidienne. Et à côté de vous, Florian Louis, bonsoir, historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, dernier essai 1904, Genèse du XXIe siècle, aux presses universitaires de France, au PUF. Selon vous, Florian Louis, avec ce conflit, c'est le triomphe du chacun pour soi. Les pays de la région, Moyen-Orient donc, se sont rendus compte que même une alliance avec les États-Unis ou l'Iran ne protège pas, ce qui promet des recompositions et énormément de déstabilisation régionale, si ce n'est globale. Et on démarre avec le chiffre du jour. Oui, le premier cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran remonte donc désormais à 47 jours. 47 jours de menaces et de blocages de part et d'autre. On a cru hier à un accord de paix ou tout au moins une prolongation du cessez-le-feu ni guerre ni paix. Alors Florian Louis, qu'est-ce qui se passe? Trump hésite vraiment encore à signer? Il hésite entre la guerre et un accord de paix? Disons que Trump, de toute évidence, a très envie de finir avec cette guerre dans laquelle il s'est enlisé et qui est en train de peu à peu glisser vers quelque chose qui pourrait être très dommageable pour lui, notamment sur le plan intérieur électoral. Donc on voit bien qu'il veut à tout prix sortir de cette guerre, quitte à faire ça dans la précipitation, et que ce faisant, il donne en même temps des bonnes raisons aux Iraniens de faire la fine bouche, de prendre leur temps, puisque eux, finalement, sont aussi pressés. Mais ils voient bien qu'ils ont là un atout. Et donc, on voit Trump qui, d'un côté, essaie d'aller vite vers la paix, mais qui est retenu tout de même par le fait qu'il faut quand même sauver la face. Il faut quand même que cette paix puisse être vendue comme une victoire, même si elle n'en sera jamais vraiment une. Et donc, c'est ce qui explique cette valse hésitation à laquelle on assiste ces derniers jours. Karim-Émile Bittard, il y a aussi le rôle des Israéliens. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'ils poussent vraiment à une reprise des frappes? Ils ont été en tout cas irrités de ne pas avoir été consultés dans l'accord du cessez-le-feu. C'était probablement de la part de Trump une volonté de faire oublier qu'il y a 3 mois, il avait écouté les conseils de Netanyahou plutôt que ceux de J.D. Vance, son vice-président Marco Rubio qui était hostile, le patron de la CIA.
Israël a déjà fait savoir qu'elle souhaitait continuer ses frappes et son occupation du Sud-Liban, même si un accord devait avoir lieu en Iran. Sur l'Iran, il souhaiterait bien évidemment que ça continue, qu'on essaie de faire tomber le régime iranien, mais je pense que Trump et les Américains ont tourné cette page-là, ils sont devenus un peu plus réalistes. Aïda Tavakoli, comment la valse hésitation, si on peut qualifier ça de cette façon, l'attitude de Donald Trump, comment est-elle perçue en Iran, d'après ce que vous disent vos proches et les gens avec qui vous réussissez à communiquer? Merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'on entend très peu parler de la société civile iranienne. Or, c'est 90 millions de personnes. Et ce n'est pas juste une question humanitaire, en fait. 90 millions de personnes, c'est aussi une économie, évidemment, une immense puissance dans la région. C'est la population de très loin la plus instruite du Moyen-Orient. On parle beaucoup de cette population oubliée, cette population qui est victime de cette guerre. On ne parle pas de sa puissance politique, on ne parle pas du rôle politique qu'elle pourrait jouer dans cette résolution de conflits, dans la résolution de tous les conflits dans le Moyen-Orient, en réalité, puisque, en fait, cette population iranienne, elle nous a coupé le souffle à plusieurs reprises par son courage immense en se dressant contre ce régime islamique au prix de sa vie. Et la répression de ce régime islamique aujourd'hui a atteint des sommets. C'est-à-dire que la Fondation Boujoumad a quand même documenté plus de 600 pendaisons depuis juste le début de l'année 2026. On parle de 2159 exécutions documentées par Amnesty pour l'année 2025, ce qui place l'Iran comme à la première place, quand même, des pays qui exécutent en termes de proportion avec la population. Oui. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une situation pour la population iranienne où c'est un étouffement, ils suffoquent, ils ne savent pas s'ils vont être capables de subvenir à leurs besoins économiquement, ne serait-ce que la semaine prochaine. Et ils voient que leur résistance a été instrumentalisée dans ce conflit et qu'elle est complètement absente de la résolution. Aïda Tavakoli, puisque vous évoquez les difficultés économiques vécues par les Iraniens, on fait le point avec vous trois et avec Anna sur le bilan de leur vie quotidienne, si difficile. Oui, depuis le début du conflit, les indicateurs économiques décrochent. D'abord le chômage, les frappes américaines et israéliennes ont profondément touché le tissu industriel et toutes les infrastructures. Résultat, en 3 mois, plus de 2 millions de personnes ont perdu leur emploi, selon le ministère du Travail iranien, sur un total estimé de 25 millions d'actifs. Un quotidien économique iranien parle même d'un tsunami de licenciements et tous les secteurs sont touchés. À cela vient s'ajouter une inflation galopante, 67% à la mi-avril, qui dépasse même les 100% sur certains produits alimentaires. Les prix de la viande, du lait, du riz, des œufs ont explosé ces derniers mois. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, estime qu'au Moyen-Orient, 4 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté si la guerre se poursuit. Face à cette situation, le gouvernement a dû prendre des mesures, augmentation des salaires des fonctionnaires, distribution de bons d'achat pour les produits de première nécessité et rationnement de l'essence. Il a aussi appelé les Iraniens à faire preuve de frugalité dans leurs dépenses. Et puis, dernier point, la monnaie qui se déprécie dangereusement depuis la guerre des 12 jours au mois de juin 2025. Le mois dernier, elle a même atteint son plus bas niveau depuis la révolution islamique de 1979. Aïda Tavakoli, vous avez commencé à en parler, mais comment vos proches vivent spécifiquement cette situation économique en Iran ? Écoutez, je vais vous donner un chiffre assez simple. Si on imagine qu'un conducteur de taxi gagne 1 000 € par mois, s'il souhaite, et ce qui est considéré comme un très bon salaire au vu du salaire moyen en Iran, eh bien, s'il souhaite changer ne serait-ce que son huile de moteur une fois dans le mois, c'est 250 €. C'est l'équivalent de 250 €. C'est un quart de son salaire. S'il veut le faire 2 fois, c'est la moitié de son salaire qui part. Et évidemment, on ne compte pas le loyer, les enfants, la nourriture, les déplacements. Donc, c'est une situation elle est inimaginable, en fait, pour nous ici. C'est comme si on achetait notre baguette de pain à 25 €. C'est une inflation qui explose aujourd'hui, c'est plus de 69%. Vous avez cité le chiffre du mois d'avril, mais le dernier, c'est 69%. Elle ne fait que galoper. Et quand même, ce qui s'est passé au mois de décembre 2025, quand les manifestations ont commencé, c'est parce que les bazaris, qui sont quand même un nerf économique essentiel de l'Iran, se sont mis en grève. Parce que les commerçants du bazar se sont mis en grève parce que, en fait, le temps de vendre
leurs produits. L'achat du produit avait tellement explosé qu'ils vendaient à perte. Donc c'est plus possible de tenir économiquement dans ce pays. Karim Emile Bitar, et pendant ce temps, les dirigeants, les mollahs, ont renforcé quelque part leur pouvoir. Vous direz qu'ils ont trouvé dans le détroit d'Ormuz, par exemple, un levier diplomatique plus fort encore que le levier militaire qu'ils pensaient avoir jusque-là? C'est essentiellement les gardiens de la Révolution qui sont aux commandes, qui sont en train, à mon avis, de succomber à l'hubris et de pousser un peu trop loin à leur avantage, en tentant notamment de monétiser le détroit d'Ormuz, tantôt en présentant ça comme des réparations pour les pertes qu'ils ont subies, estimées à 270 milliards de dollars. Depuis 3 mois, les pertes qu'ils ont subies depuis 3 mois. Absolument. Mais c'est quelque chose qui serait inacceptable par les États-Unis et inacceptable par les pays du Golfe, y compris ceux qui n'étaient pas forcément en faveur de cette guerre. Et même la Chine. Même la Chine ne verrait pas d'un très bon œil. Et ce serait bien évidemment contraire au droit maritime international, à la Convention de Montego Bay. Mais ils estiment qu'en l'absence d'armes nucléaires, c'est l'arme fatale pour faire du chantage, pour montrer qu'ils ont encore une capacité de dissuasion. Florian Louis, est-ce qu'on y voit un peu plus clair dans ce que voulait faire Donald Trump? Le New York Times disait récemment que Trump voulait pousser un coup d'État pour remettre au pouvoir Ahmadinejad, le président ultra-conservateur iranien. Est-ce que ça, c'était vraiment une option envisagée? Et pourquoi? Alors, c'est très difficile, évidemment, de savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, d'autant plus que lui-même, déjà, si on se fie simplement à ce qu'il dit, il dit des choses parfois un peu contradictoires. Au début de la guerre, il avait dit que l'objectif principal, il était double, c'était éliminer toute possibilité que l'Iran accède à l'arme nucléaire et favoriser un changement de régime en comptant sur le fait que la population iranienne allait se soulever, il les a même explicitement appelés à se soulever dans le sillage des bombes israélo-américaines, ce qui ne s'est pas produit. Et à partir de là, je pense qu'il a été pris au dépourvu parce que ça ne s'est pas passé comme non seulement il l'avait imaginé, mais comme il avait demandé que ça se fasse. Donc c'était aussi d'autant plus humiliant pour lui qu'il avait donné le mode d'emploi et que ce mode d'emploi, les Iraniens, pour des raisons qu'il faudrait poser à ma voisine, mais n'ont pas souhaité, n'ont pas désiré le suivre. Cette affaire Ahmadinejad mérite quand même qu'on s'y arrête. C'est absolument surréaliste. Ça témoigne du cynisme absolu des politiques américaines et israéliennes. Au début, j'ai pas voulu y croire, mais ça n'a pas été confirmé, bien évidemment, ça a quand par même l'administration américaine. C'est une enquête quand même de 4 journalistes sérieux, dont Ronan Bergman, qui a des entrées au sein des renseignements israéliens, une journaliste iranienne, un journaliste américain, qui se recoupent. C'était l'idée de remettre au pouvoir Ahmadinejad avec un groupe de Kurdes, 20 000 combattants kurdes qui franchiraient la frontière irakienne pour créer une sorte de soulèvement. Et quand même, quand on prétend avoir déclenché cette guerre pour protéger Israël, remettre au pouvoir un antisémite décomplexé, un négationniste, qui organisait des conférences internationales des révisionnistes, qui disait ouvertement vouloir rayer Israël de la carte, celui qui a réprimé, qui a d'abord truqué les élections de 2009 et ensuite réprimé brutalement, ce serait quand même le sommet. On a vu beaucoup d'absurdités géopolitiques, mais rarement le cynisme aura été poussé aussi loin. Florian Louis, juste sur ce que vient de dire Donald Trump sur son réseau Social Truth, il dit « le temps joue en notre faveur ». Est-ce qu'il bluffe? Pas vraiment. Alors, évidemment, on vient quand même de dresser le tableau très sombre de l'économie iranienne. On a un régime qui a quand même reçu des coups terribles. Mais justement, c'est un régime et un pays qui est habitué depuis longtemps à vivre dans les sanctions, à vivre dans des conditions économiques et sociales très difficiles. De l'autre côté, aux États-Unis, bien sûr, il est aussi pressé par l'augmentation des prix des carburants, par l'approche de la Coupe du Monde, de la commémoration des 250 ans de la Révolution, et puis ensuite de l'indépendance, et ensuite par les élections de mi-terme. Donc, évidemment, les enjeux ne sont pas aussi grands d'un côté. En Iran, on parle de questions de vie ou de mort, de gens qui ne sont pas sûrs de pouvoir remplir leur assiette à la fin du mois. Aux États-Unis, il s'agit de savoir si on fera bien la fête pour une Coupe du Monde de foot. Mais il n'empêche que... il n'est pas sûr que dans une société où il y a des élections, aux États-Unis, des vraies élections, du moins l'espère-t-on, contrairement à l'Iran où c'est parfois un peu plus compliqué, eh bien, il est quand même tenu par ces échéances qui se rapprochent à grands pas avec des élections qui s'annoncent très difficiles pour lui. Est-ce que le régime a accentué la répression depuis le début de l'offensive israélo-américaine? Absolument. C'est ce que disent toutes les ONG, mais vous, encore une fois, les gens témoignent directement. On est aujourd'hui au 85e jour de blackout Internet. Ce blackout Internet, moi j'ai parlé à plusieurs journalistes qui ne savaient pas que c'était toujours coupé. C'est-à-dire on n'en parle tellement plus de la société civile iranienne qu'on n'arrive même plus à imaginer qu'en fait ça fait 85 jours qu'ils vivent sans Internet. Et ça a 3 conséquences immenses, majeures, parmi beaucoup d'autres. Mais déjà économiquement,
Internet, en fait, était utilisé par une immense partie de la population civile iranienne, notamment les femmes, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, puisqu'elles ont lancé, dans cette crise économique qui date pas d'hier, qui date déjà depuis plusieurs années, elles lançaient des services en ligne, des produits et des services qu'elles vendaient en ligne qu'elles ne peuvent plus, donc elles peuvent plus exercer. Et puis, évidemment, c'est aussi la documentation de ce qui se passe. Puisque si on veut quand même mettre fin à l'impunité de ce régime, on rappelle quand même les 8 et les 9 janvier 2026, des massacres ont été perpétrés, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont été tués par des armes de guerre à l'intérieur de plusieurs villes en Iran, et on n'en parle plus puisque la guerre est arrivée tout de suite après. Et le régime a mis en place une application pour permettre aux Iraniens de communiquer, mais pour les espionner en même temps. Exactement. C'est ce que vous dites. Exactement. C'est quoi cette application exactement? C'est une application qui s'appelle Baaleh, qui veut dire oui, et qui est donc aux mains des gardiens de la révolution islamique. Donc il faut quand même prendre conscience que cette guerre n'est pas qu'une guerre des armes à feu, c'est une guerre de l'information aussi, c'est une guerre qui atteint nos rues ici. On voit des drapeaux de la République islamique quand même dans certaines manifestations dans les rues parisiennes. Propagande, contre-information, narratif. Voilà, de la contre-information qui vise évidemment l'impérialisme des puissants, et on adore ce narratif. On adore le narratif du faible qui a résisté aux puissants. Je lisais aujourd'hui dans Le Figaro Philippe Gély qui comparait l'Ukraine contre la Russie et l'Iran contre les États-Unis. Mais il y a quand même une différence fondamentale. Si on veut parler de l'Ukraine, j'y étais il y a une semaine. Quand on marche dans les rues de l'Ukraine et qu'on voit ces soldats qui sortent de leur poste, on voit aussi les regards de la population ukrainienne, ces regards qui sont pleins de reconnaissance, ces regards qui sont pleins d'admiration et qui s'accrochent à la présence de ces soldats qui défendent leur territoire, qui défendent la nation ukrainienne. En Iran, vous voulez dire ? En Iran, quand on voit ces soldats qui sont aussi censés défendre le territoire iranien, eh bien, ce sont aussi nos ennemis. Ce sont aussi ceux qui peuvent nous arrêter, qui peuvent nous torturer, qui peuvent nous exécuter. Donc, il y a quand même une différence fondamentale. Et cette société civile iranienne est notre alliée, et aujourd'hui, elle est complètement oubliée. Alors, Karim Emile Bitar, il y a le ministre de l'Armée, le maréchal Asim Mounir, qui est arrivé en Chine aujourd'hui, du Pakistan. Pourquoi est-ce que cet homme est devenu un médiateur principal, incontournable ? Les Iraniens avaient besoin, en cas de concession, de pouvoir faire ces concessions à un grand pays musulman plutôt que de les faire directement aux États-Unis. Et les élites pakistanaises actuelles sont quand même très proches des États-Unis. De surcroît, c'est un homme proche des services de renseignement de plusieurs pays de la région, l'Égypte, le Qatar, le Sultanat d'Oman. Donc il y a toute une coalition de pays qui se sont mobilisés pour tenter d'arriver à une désescalade. Sur l'anti-impérialisme, ce qui a été dit est important. La bonne nouvelle, c'est que ce discours ne passe plus dans le monde arabe parce que les Syriens, les Libanais, les autres ont été vaccinés. Ils ont vu que l'Iran, qui se présente depuis 1979 comme le porte-voix des défavorisés, a pratiqué en Syrie et au Liban et ailleurs des politiques qu'on peut qualifier d'impériales, notamment lorsqu'ils se sont engagés dans la défense de Bachar el-Assad, dans la répression du peuple syrien et en soutenant leurs différents alliés régionaux. Oui, donc pas le soutien des damnés de la terre, comme ils essaient de le faire croire. Et le Pakistan, justement, on en parle, qui fait office de médiateur, insiste aussi sur le rôle de la Chine. Écoutez le Premier ministre pakistanais. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. President Xi Jinping's 4-point agenda we fully endorse. Florian Louis, on imaginait la Chine très discrète. En fait, en coulisses, elle joue vraiment un rôle actuellement ? Je ne suis pas sûr qu'elle ait un rôle déterminant dans les négociations en cours. Au contraire, on a là peut-être un moyen d'essayer de s'y raccrocher parce qu'il faut voir qu'on va peut-être vers un accord qui rappellera celui qui avait été conclu en 2015 à Vienne. Sauf que justement, celui de Vienne, autour de la table, il y avait les États-Unis, mais aussi les Chinois et d'autres pays, dont la France. Là, on est vraiment dans un face-à-face, même s'il y a des pays médiateurs. Et je pense que la Chine essaie aussi de montrer qu'elle tient à garder et même à augmenter sa place à la table des grands de ce monde. Karim Emile Bitar, ces 3 mois de conflit ont provoqué une fracture incontestable dans les pays du Golfe. Et on se retrouve désormais avec 2 camps, l'Arabie Saoudite d'un côté et les Émirats Arabes Unis de l'autre. Que se passe-t-il entre ces 2 pays ? Les Émirats Arabes Unis, depuis déjà une dizaine d'années, se sont énormément rapprochés d'Israël. Une coopération militaire, économique, technologique. Ils avaient signé les accords d'Abraham. L'Arabie Saoudite, parce qu'elle a une population beaucoup plus conséquente, est contrainte de prendre en considération l'opinion publique dans le monde arabe. Quand bien même ce serait une monarchie absolue, il y a une opinion qui s'exprime sur
sur Twitter ou ailleurs. Et cette opinion est très défavorable à la normalisation avec Israël tant que les droits nationaux du peuple palestinien n'auront pas été reconnus. Une dernière question, une avant-dernière question, vous évoquiez une reconfiguration du Moyen-Orient. Précisément, Donald Trump a appelé aujourd'hui l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Pakistan à signer les accords d'Abraham pour une normalisation entre ces pays et l'État d'Israël. Ça rentre dans le cadre de cette future reconfiguration? Dans les rêves, en tout cas, de Donald Trump, mais ça montre surtout un mélange des genres, c'est-à-dire qu'il prétend signer en 2 jours un accord qui va régler la question nucléaire, la question balistique, la guerre avec Israël, les accords d'Abraham qui vont être étendus à 4 pays, donc tout ça n'est pas sérieux. C'est typique de Donald Trump, on veut faire des paix partout pour pouvoir candidater et au prix reprendre la Nobel main de la diplomatiquement paix. alors qu'il a perdu tout ça militairement. n'est pas sérieux parce qu'en fait, même si tout ça est signé, il faudra ensuite des mois de négociations dont on ne sait pas trop à quoi ils aboutiraient. Aïda Tavakoli, vous croyez encore à la perspective, à la possibilité d'un soulèvement en Iran où actuellement c'est plutôt le découragement qui prévaut? Écoutez, y croire ne sert à rien. Il faut mettre en place les mesures qui permettront à cette société civile iranienne d'exercer son droit à l'autodétermination. Et pour ça, on a des obligations. On a des obligations en droit international, de responsabilité de protéger, de documentation, d'assistance technologique, humanitaire, financière à cette population civile iranienne qui aujourd'hui, on l'a dit, est sous un blackout, est étranglée économiquement et ne peut pas exercer aujourd'hui, ne peut pas se structurer. On demandait tout à l'heure pourquoi elle ne s'est pas soulevée. Comment est-ce qu'on s'organise quand on ne peut pas communiquer les uns avec les autres, quand on ne sait pas où est-ce qu'on est, où est-ce que les bombes vont frapper, quand on n'a pas de communication ni avec l'extérieur, ni même avec les groupes avec lesquels on travaille à l'intérieur. Donc cette assistance technologique est la mesure fondamentale et la plus urgente à prendre aujourd'hui. Et ensuite, il faut entamer un dialogue avec l'opposition iranienne, puisque même à l'intérieur du régime, les fractures... Elle existe, cette opposition iranienne interne? Elle existe, bien sûr, elle existe. Diasporique. Et cette opposition, bien sûr, elle existe. Et puis surtout, les fractures à l'intérieur du régime aussi existent. C'est-à-dire qu'un dialogue concret avec cette opposition iranienne, une perspective de transition démocratique, l'assistance à la société civile iranienne peut engendrer des défections. Les régimes totalitaires tels que le régime islamique s'écroulent de l'intérieur à condition que les moyens y soient. Quand on vous écoute, on y croit. En tout cas, merci d'être venu témoigner, nous raconter de l'intérieur ce qui se passe là-bas. Et merci à tous les deux. Et merci donc à tous les trois d'être venus débattre